Les pourparlers intermaliens d'Alger, phase 2. Les acteurs de la crise malienne sont réunis depuis hier pour franchir une nouvelle étape. Tous affichent une volonté d'aller de l'avant et surtout d'aboutir à la signature dans les prochaines semaines d'un accord de paix global et définitif. Nous poursuivons notre série de reportages sur le premier anniversaire de l'accession d'Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir. Gros plan ce soir sur la réforme de l'armée et les perspectives. Le processus de réforme est en marche à travers l'élaboration et l'adoption d'une nouvelle loi de programmation militaire. Les défenseurs de la nation retrouvent dignité et confiance de par certains actes posés par le gouvernement. Le dossier est signé Brahma Traoré. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi le RTM. Bonsoir et bienvenue à tous. Bientôt, le Mali abritera la 10e session de l'Union des parlements de la conférence islamique. Les préparatifs de cet événement majeur étaient au centre d'une audience que le président de la République a accordée à la Commission nationale d'organisation. Le chef de l'État a également reçu en audience Pierre Goudiaby Atepa, un architecte d'origine sénégalaise. Compte rendu d'audience, c'est avec Ramata Konati. À Koulouba, l'audience s'ouvre ce mardi avec les préparatifs d'un événement majeur que notre pays s'apprête à organiser. Il s'agit de la 10e session de l'Union des parlements de la conférence islamique UPCI. Cette rencontre prévue dans 4 mois regroupera la 50aine d'États membres de l'organisation. Pour le bon déroulement de ce rendez-vous, la Commission est venue demander l'implication du président Ibrahim Boubacar Keïta. Cette conférence internationale est d'une très grande envergure et c'est une première au Mali. Donc c'est pour cela que nous avons bien voulu ce matin venir voir le premier responsable de l'État pour lui en faire part et l'informer de vive voix. Le président de la République s'est félicité de cette initiative et de notre visite de ce matin et nous a donné l'assurance de son soutien infaillible, ce qui va très certainement mettre la Commission en position de force par rapport à l'organisation de cet événement. Après les députés, le chef de l'État a accordé une audience à Pierre Goudiaby Atepa. Cet architecte d'origine sénégalaise était accompagné de plusieurs personnalités, dont l'ancien président de la BAD, Babacar Ndiaye, et notre compatriote Amadoune Touré, ancien ministre de la Communication. Au centre des échanges, les questions liées à l'économie, la culture, l'éducation, la science, entre autres. Deuxième réunion du comité interministériel sur les réformes du cadre des affaires. C'était ce matin à la primature. Le plan d'action des réformes de 2014 et le plan stratégique des réformes du cadre des affaires au menu de la rencontre, présidée par le Premier ministre Moussa Mara. Nous, Sissoko, reportage. Au Mali, le climat et la pratique des affaires ont été affectés par la crise multiforme de 2012 qui a engendré l'arrêt brutal des investissements. C'est pour améliorer le cadre des affaires par la relance de ces investissements pourvoyeurs d'emplois et porteurs de valeur ajoutée que le gouvernement a initié cet espace de concertation. La réunion interministérielle, c'est une réunion que nous devons tenir tous les mois. Ça a été donc adopté par décret tout récemment par le gouvernement. Et ce comité interministériel donc, doit se pencher sur les questions qui sont relatives donc, à l'amélioration du climat des affaires. Nous avons élaboré un plan d'action sur des activités réalistes et sur des actions réalisables donc d'ici la fin de l'année 2014. Justement, le plan d'action 2014 des réformes du cadre des affaires s'articule autour de 3 axes. Le premier axe porte essentiellement sur ce qu'on appelle l'attractivité des investissements, attirer les investissements, encourager et accompagner nos investisseurs locaux. Le deuxième axe porte sur ce qu'on appelle donc la pratique réalisation, c'est-à-dire qu'une fois que l'entreprise est installée, elle peut avoir besoin donc d'un permis de construire, elle peut avoir besoin de faire du réinvestissement, donc obtenir un titre de propriété. Et le troisième axe, qui est, je dirais, le plus important, qui est peut-être la valeur ajoutée même du plan d'action, c'est de travailler sur des réformes structurelles. C'est de faire en sorte que tout le monde puisse tirer dans la même direction.
Pour la création d'entreprises, des facilités sont accordées en termes de coûts et de procédures. En termes de création d'entreprise, on crée une entreprise désormais au Mali en 72 heures. Mais l'objectif, c'est d'aller vers la réduction donc, du délai de création d'entreprise. Peut-être qu'en moins d'une heure de temps, un jour, on pourra créer son entreprise au Mali. C'est un des objectifs également. Ce comité interministériel de suivi des réformes du cadre des affaires présidé par le Premier ministre compte 16 départements ministériels. Toujours avec le Premier ministre qui a reçu en audience dans l'après-midi les membres du bureau de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Les échanges ont bien sûr porté sur les récentes revendications de la centrale syndicale et Moussa Mara de rassurer les visiteurs de toute la disponibilité du gouvernement pour gérer au plus vite les problèmes du syndicat. Écoutons Yacouba Katile, secrétaire général de l'UNTM, au micro de Khadija Toukouni. Bon, en fait, c'est une visite de courtoisie, comme a souhaité le Premier ministre. Parce que la dernière fois, c'était dans un cadre informel qu'il nous avait reçu. On a échangé. Il avait promis, après la rencontre avec le président de la République, qu'il allait nous recevoir et échanger effectivement ce qui a été fait aujourd'hui. Encore pour nous rappeler ce qu'il nous avait dit pour la première fois, la disponibilité de l'État et du gouvernement à recevoir les syndicats, à échanger des problèmes concernant les syndicats et de façon générale concernant la nation malienne. Et en retour, nous avons également exprimé les mêmes disponibilités que nous, du côté du syndicat, nous avons et que nous avions demandé pour que rapidement nous puissions faire face à la gestion des problèmes qui nous assaillent quotidiennement. Nous avons reçu une correspondance déjà du ministre de la fonction publique pour demander la reprise des négociations. Et une date est déjà fixée. Nous sommes en train de travailler pour qu'à cette date, nous puissions être là, à moins qu'il y ait d'autres situations, d'autres problèmes techniques. La date qui a été fixée le lundi prochain, le 8. Primature toujours et un mot d'éducation. Ils sont 251 boursiers à quitter le Mali pour aller étudier à l'étranger. Les critères de sélection étaient fondamentalement basés sur le mérite, la performance et l'excellence. Le chef du gouvernement a rencontré ses futurs cadres du Mali. Youssouf Diakité, reportage. Ils sont plus de 250 boursiers d'excellence à être reçus par le Premier ministre, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Objectif, prodiguer les derniers conseils pratiques avant de les renvoyer dans leurs pays respectifs d'accueil. Ici, nous célébrons ceux qui ont bénéficié des bourses de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Mais le ministre l'a très éloquemment rappelé, beaucoup d'autres pays ont accompagné et continuent d'accompagner notre pays sur ce segment majeur pour son avenir et ce segment majeur pour sa jeunesse. Qu'ils en soient ici, tous remerciés de la manière la plus solennelle qu'ils soient. Je voulais ensuite féliciter tous ceux qui ont eu la chance, le mérite sans doute, de bénéficier de ces bourses pour leur parcours déjà élogieux. Et je n'en doute pas pour leur parcours futur qui sera productif pour eux, pour leur famille et pour notre pays. Nous saisissons cette opportunité pour témoigner de toute notre reconnaissance au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et particulièrement à la Direction nationale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour la transparence et la qualité du traitement de nos dossiers. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique rassure que ces choix ont été opérés dans la plus grande transparence. De prime abord, vous comprendrez aisément que je commence mes propos par de chaleureuses félicitations à l'ensemble des nouveaux boursiers pour leur présélection et dans certains cas pour leur sélection définitive déjà. Chers enfants boursiers, vous n'avez pas été choisis au hasard. N'oubliez pas d'où vous venez. N'oubliez pas pourquoi vous partez. L'objectif recherché, on conclut les différents intervenants, est de revenir pour servir son pays. Bonne chance à eux. Et cette nouvelle, aujourd'hui vers midi, un convoi des casques bleus de l'amunissement du contingent tchadien a sauté sur un engin explosif sur l'axe Aguelo-Kidal. Un bilan provisoire fait état de 4 morts et de 15 blessés, dont 6
très sérieusement touchés. Le représentant spécial du secrétaire général et chef de l'amunissement, Albert Conders, actuellement en déplacement à Alger, à l'occasion des pourparlers de paix intermaliens, s'est dit outragé par cette série d'attaques qui affectent la mission de l'ONU au Mali depuis plusieurs jours. L'actualité, c'est aussi la deuxième phase des pourparlers intermaliens. Le gouvernement et les groupes armés du Nord sont réunis à nouveau dans la capitale algérienne. Cette deuxième phase doit aborder les questions dites de fond en ligne de mire, la signature dans les prochaines semaines d'un accord de paix global et définitif. Tout cela sous l'égide de l'Algérie, chef de file de la médiation. À ses côtés, un collège de médiateurs composé de représentants d'organisations internationales qui se sont succédés à la tribune pour appeler les parties maliennes à saisir cette opportunité pour aboutir à une paix définitive. Faisons le point avec nos envoyés spéciaux à Alger, Aboubacar Traoré et Yaya Kounati. Le rendez-vous était très attendu ici dans la capitale algérienne. Après l'adoption de la feuille de route en juillet dernier, les acteurs de la crise malienne se retrouvent à nouveau à Alger pour un second round des pourparlers consacrés cette fois-ci aux questions de fond. Mêmes acteurs, même décor, même ambiance qu'au premier round, avec une volonté affichée cependant de chacun des côtés, celle de franchir une nouvelle étape dans le processus d'Alger. Je pense que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour engager des discussions sincères et sereines telles qu'est prévues par la feuille de route. Et je n'ai pas de doute quant à la volonté des parties prenantes à ce processus d'aller sur des discussions de fond ouvertes et à une solution globale, définitive. Apparemment, il y a d'autres groupes armés qui ne veulent pas être avec vous. Moi, je crois que ça, c'est une question qui va se régler d'un moment à l'autre. Mais ce n'est pas un blocage, ce n'est pas un frein, ce n'est pas un élément pour entacher le processus, ni le compromettre, ni ce n'est pas un risque d'échec. Ça va s'arrêter d'un moment à l'autre parce que de toute façon, le dialogue il est inclusif. L'état d'esprit avec lequel nous abordons les présentes négociations, c'est l'état d'esprit d'une sortie de crise. Sinon, on ne serait pas là. Ça, je crois que la question n'est même pas posée. La chose sur laquelle nous insistons, il faut que nous sentions chez nous. Mais comme je l'ai dit, nous ne pouvons plus continuer à nous sentir comme des corps étrangers chez nous. C'est tout. Toutes les parties prenantes, en particulier les mouvements du Nord, ont réitéré leur volonté de s'engager dans un processus nous permettant d'arriver à la paix. Je crois que ça, c'est le plus important. Nos attentes, c'est que chaque partie continue à s'engager de bonne foi dans ce processus. La partie gouvernementale, nous venons avec la plus grande de bonne foi et l'ouverture d'esprit. Et nous sommes convaincus que nos frères et sœurs de l'autre côté aussi sont venus dans le même état d'esprit et qu'avec l'accompagnement de la communauté internationale et de l'équipe de médiation, nous espérons pouvoir enregistrer des avancées. La première partie de la cérémonie du jour est consacrée aux interventions de la communauté internationale. CEDEAO, Union africaine, OCI, Nations unies, ce collège de médiateurs internationaux qui appuie l'Algérie, chef de file, et qui, à l'unisson, ont appelé les Maliens à saisir cette opportunité de faire la paix. Je crois que toutes les conditions qui sont nécessaires pour faire et aller de l'avant sont là. Il y a une médiation unie de toute la communauté internationale de soutenir, pas d'imposer quelque chose, d'accompagner. Deuxième, il y a la volonté exprimée très fortement par le gouvernement malien cette soirée, mais aussi par la groupe armée pour avancer et aller dans le concret. Troisième, je crois, on a une feuille de route très claire. Quatrième, on a une formulation sur la cessation des hostilités et une volonté exprimée aussi de renforcer, parce que le terrain, c'est très important. Alors il y a 4 éléments qui sont uniques, qu'on ne trouve pas beaucoup dans le monde. Maintenant, je crois que c'est pour tous les Maliens l'espoir que ça va se traduire dans un accord définitif, mais pas seulement définitif sur papier, avec des garanties, des choses qui montrent que ce sera opérationnalisé. La société civile du nord du Mali, présente aux assises, n'en attend pas moins. On est très content que ces discussions s'ouvrent, puisque c'est l'attente de tout le monde. Aujourd'hui, toutes les populations, toute la nation malienne attendent ça pour parler. Et mon souhait, c'est que ça débouche sur quelque chose de positif pour l'ensemble des Maliens. Et je pense que s'il y a la volonté aujourd'hui de tout le monde, on peut y arriver. En venant ici,
nous de la société civile, c'était de parler des intérêts de la population. Et cette population a beaucoup souffert. Elle est dans sa 3e année où elle a perdu tous les services sociaux de base. Et aujourd'hui, nous pensons que l'État et les groupes armés doivent réfléchir parce qu'il y a quand même 3 ans que des enfants ne vont pas à l'école. Ils doivent mettre les paquets, ils doivent vraiment mettre chacun des siens pour qu'en tout cas on retrouve la paix. C'est justement aux communautés et à la société civile que les assises donneront la parole en premier lieu dans les jours qui viennent. 4 groupes de travail seront à pied d'œuvre pendant 6 semaines. 6 semaines, c'est le délai que se fixe la médiation algérienne pour boucler cette phase cruciale des pourparlers intermaliens. Ici à Bamako, le président de la Cour suprême, Nou Kapili, a reçu l'ambassadeur du Ghana au Mali. Mahmoud Khalid est venu rassurer l'institution du soutien de son pays et de son accompagnement dans la recherche d'une paix durable au Mali. Le diplomate ghanéen s'est exprimé au micro de Mamoudou Sidibé. We all know the historical relation between Ghana and Mali. En qualité de représentant de son Excellence John Dramani Mahama, après avoir présenté la lettre de créance à son Excellence chez le président de la République du Mali, nous avons jugé nécessaire, en l'image de la coopération bilatérale entre le Ghana, qui est tout à fait historique, nous avons décidé de venir rendre une visite de courtoisie au président de la Cour suprême du Mali pour montrer tout notre soutien, tout notre engagement auprès du Mali et voir dans quelle mesure le Ghana et le Mali peuvent continuer à développer les relations au niveau judiciaire. Et nous avons observé avec la plus grande attention l'évolution de la situation au Mali et nous nous réjouissons du progrès qui est en train d'être fait dans le domaine de la paix et de la sécurité. Et nous sommes venus témoigner notre gratitude au président de la Cour suprême tout en exprimant notre disponibilité à collaborer avec le Mali, à soutenir le Mali pour sortir de cette situation. Things are going ahead and we have relative peace now in the country. D'autres audiences, cette fois-ci accordées par le président du Conseil économique, social et culturel à l'Association des agences de voyage et du tourisme, à l'Initiative pour le changement du Mali et de l'Afrique et à l'Association musulmane Nourou Mohamed Kira Noro. Mariam Sagara, compte rendu. L'Association des agences de voyage et du tourisme est en alerte maximum pour rétablir ces activités qui souffrent des différentes crises maliennes. Pour la présidente, la situation dégradante de leur secteur interpelle toutes les institutions. Les entreprises touristiques sont totalement à terre. Il y a beaucoup d'entre elles qui ont fermé. Il y a beaucoup dont les travailleurs sont au chômage technique. En réalité, l'activité touristique est à l'arrêt. Nous comptons sur le président du Conseil économique, social et culturel qu'il intercède en notre faveur afin que les entreprises touristiques puissent être maintenues en vie en attendant cette possible relance économique. Compte tenu de tout ce que le gouvernement du Mali est en train de mettre en route, les membres de l'Association de l'Initiative pour le changement au Mali et en Afrique scrutent l'horizon pour une vision nouvelle avec l'appui des institutions. Nous avons des institutions que nous estimons ne sont pas connues du peuple malien. Donc nous sommes dans une dynamique de rencontrer ces institutions, de les créer des espaces de communication et de dialogue entre le sommet et la base. Et pour savoir à quoi ça sert ces institutions, quels sont les rôles des institutions et quelle est leur mission. Le président coordinateur de l'association musulmane Nourou Mohamed Kiranoro est venu avec un message à l'adresse du président Bitar afin de mobiliser les ONG et les bailleurs de fonds pour la cause des veuves et des orphelins. Nous sommes venus ici pour la solidarité, le lien d'amitié entre les Maliens et le but de l'association. Je profite de lancer les appels aux ONG et les bailleurs de fonds envers tous les musulmans du Mali. L'objectif de toutes ces associations est de voir vite un Mali radieux avec une population épanouie.
Et nous avons ce communiqué de presse sur invitation spéciale du gouvernement de la République populaire de Chine et du professeur Klaus Schwab, fondateur et directeur exécutif du World Economic Forum, le président de la République, chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, à la tête d'une importante délégation composée de membres du gouvernement, d'opérateurs économiques et d'experts pluridisciplinaires, participera du 10 au 12 septembre 2014 à la réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial 2014 à Tianjin, en République populaire de Chine. En prélude à ce forum, le ministre de l'Industrie et de la Promotion des Investissements, en collaboration avec ses homologues de l'équipement, des transports et du désenclavement, de l'économie numérique, de l'information et de la communication, de l'énergie et enfin des mines qui participent à cette grande rencontre, animeront demain mercredi 3 septembre 2014 à partir de 16h30 une conférence de presse sur la participation du Mali à ce forum. Mise en place et terminée 16h, cette rencontre avec la presse se tiendra dans la salle de conférence du ministère de l'Industrie et de la Promotion des Investissements. Le ministre de l'Économie et des Finances continue ses visites de terrain. Après la douane, c'est à la direction des impôts qu'Iboire Fili Sissoko était ce matin. La structure maintient un bon cap par rapport à l'atteinte des objectifs qui lui ont été assignés par le ministère de l'Économie et des Finances cette année. Sur les 558 milliards de francs CFA, elle est à un taux d'exécution de plus de 61%. La visite a été suivie par Mohamed Diarra. C'est pour tâter le pôle des services relevant de la Direction générale des impôts que le ministre de l'Économie et des Finances s'est rendu au centre des impôts de la commune 4 et à la direction des grandes entreprises. Sur un objectif annuel de 558 milliards 400 millions de francs CFA assignés à la DGI, la structure a recouvré à la date du 31 juillet 341 milliards et demi de francs CFA, soit un taux de réalisation de plus de 61%. Les perspectives sont très bonnes et on rend grâce à Dieu pour ça, parce que vraiment c'est un moment où on ne compte que sur nos ressources internes et de visiter des structures qui font les recettes et qui sont un peu au-delà de leurs objectifs pour la période, vraiment nous rassure et nous réconforte. Le même message d'encouragement et de félicitations a été adressé aux responsables du centre des impôts de la commune 4. Cette structure a déjà à son actif plus de 5 milliards et demi de francs CFA sur une prévision de 10 milliards 200 millions. La direction des grandes entreprises, considérée comme la colonne vertébrale des impôts, est à un taux de réalisation de plus de 103%. Malgré cette remarquable performance, la direction générale des impôts connaît quelques difficultés. Il s'agit notamment de la vétusté des locaux, comme c'est le cas à la direction des grandes entreprises. Je pense que c'est quelque chose auquel on travaille. C'est vrai que l'environnement de travail devrait être amélioré. Ce qui est là aussi, c'est en fonction des moyens du moment qu'on le fait. La situation dont on a hérité, on essaye d'avancer, de travailler. Ceux qui nous ont précédés ont fait aussi ce qu'ils pouvaient, mais en réalité, dans la gestion de l'État, il y a des priorités et des fois, il se trouve à un moment donné qu'on oublie un peu certains segments qui alors devraient faire l'objet de plus d'intérêt. Le ministre a ensuite eu droit à une projection sur le futur projet de la Direction générale des impôts. Il s'agit de la construction d'un nouveau siège. Cette rencontre du ministre Iboire Fili Sissoko a pour but d'instaurer la confiance entre l'administration et les usagers. La finalité est d'aller vers la culture du civisme fiscal. En 5e région, après Mopti, c'est Badjangara qui voit sa maison des artisans inaugurée par le président de l'Assemblée nationale. Ce joyau architectural, qui a coûté 331 millions de francs CFA, doit sa réalisation à la coopération dano-malienne à travers le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, en collaboration avec celui de l'artisanat et du tourisme. Reportage Yacouba Maïga. C'est ce coup de ciseaux du président de l'Assemblée nationale qui ouvre désormais les portes de la maison des artisans de Bandiagara à ses heureux bénéficiaires. Cette infrastructure, dans son style architectural particulier, comporte 22 boutiques, 6 salles d'exposition et autant de salles de production. Elle est le fruit de la coopération dano-malienne à travers la composante B du projet d'appui à la promotion de l'emploi dans le secteur privé au Mali PAPES Prime. L'inauguration de cette maison des artisans marque la relance, nous l'espérons, des activités économiques de cette ville
dont l'économie repose essentiellement sur l'artisanat et le tourisme. Les bénéficiaires visiblement comblés ont donné tout simplement l'assurance de faire bon usage de ce joyau architectural dont la réalisation a coûté 331 millions de francs CFA. Elle est aussi un centre de formation et un haut lieu de promotion des produits artisanaux. Une attraction pour le tourisme. Pour le président de l'Assemblée nationale, ceci est un signal fort de l'engagement du gouvernement de faire de cette filière une industrie porteuse de développement. Le pays de Gabon est connu déjà, il rayonne à travers le monde. Mais ce joyau-là aujourd'hui vient donner une nouvelle dimension dans la mesure où ils vont avoir l'occasion de faire un travail qui va certainement profiter à beaucoup d'entre eux. La visite guidée des différentes infrastructures a mis un terme à cette cérémonie d'inauguration qui a donné lieu à une mobilisation exceptionnelle de la population pour réserver la légendaire hospitalité de la cité de Nangabanou Tembeli au président de l'Assemblée nationale et à la délégation qui l'accompagne. Et du 26 au 30 août dernier, une délégation de l'Assemblée nationale, conduite par son président Issaka Sidibé, a séjourné à N'Djamena, au Tchad. Au cours de ce séjour, les deux présidents ont évoqué les grands sujets qui préoccupent le continent africain. Il s'agit entre autres de la paix, de la sécurité, des menaces terroristes et des défis environnementaux. Écoutons Issaka Sidibé, président de l'Assemblée nationale. Il fait le point de sa visite au Tchad. Entre les parlementaires, les visites d'amitié, c'est toujours aussi en même temps des visites de travail. Parce que l'outil ici, c'est la parole. Alors quand on est des amis, généralement, on parle ensemble. En parlant, le parlementaire travaille en même temps. Mais au-delà de la visite d'amitié et de travail, il faut simplement dire que c'est une visite de remerciement également. Vous le savez vous-même que dans la crise malienne très profonde, ce sont des soldats tchadiens qui ont été déterminants, naturellement avec l'aval du peuple tchadien et du président de la République du Tchad. C'est qui ont été déterminants donc dans déjà désamorcer cette grave crise qui a secoué très sérieusement notre pays. Donc c'est dans ce cadre précis que nous sommes venus ici pour remercier les autorités du Tchad, remercier le peuple du Tchad pour ce qui s'est passé chez nous. Et nous avons eu donc à l'occasion beaucoup d'échanges au sein de l'hémicycle là-bas, des échanges autour des questions qui touchent l'économie, qui touchent la politique, qui touchent surtout la diplomatie parlementaire. Les questions sécuritaires ont été également abordées. Et tout cela a été sanctionné par un communiqué final qui, je crois, vous sera certainement transmis dans ces quelques jours-là, et aussi par un protocole d'accord de coopération. Cela veut dire que dans très peu de temps, vous verrez que nous allons recevoir aussi une délégation tchadienne au Mali pour pouvoir élargir et approfondir justement tous ces domaines que nous avons explorés ensemble ici. Ibrahim Boubacar Keïta, l'armée malienne en question. Nous ouvrons le deuxième dossier consacré aux différents chantiers de développement amorcés par le pouvoir. Et on parle ce soir de l'armée malienne, les réformes et les perspectives. Depuis un an, les nouvelles autorités du pays ont engagé un processus de réforme. Il concerne essentiellement la formation et l'équipement des forces armées et de sécurité. La réforme doit aboutir à l'élaboration et à l'adoption d'une nouvelle loi de programmation militaire. Déjà, on se réjouit de certains actes posés, notamment la reprise des formations au sein des différentes unités, le retour de la discipline, l'achat des équipements et le lancement d'un programme de logements sociaux en faveur de nos militaires. Le tout concourt à permettre à l'armée malienne de retrouver sa renommée d'hier, nous précise Bourama Traoré. Une date, 20 janvier 1961, une histoire création de l'armée malienne. C'est ce jour que les derniers militaires français quittent le sol malien après un siècle de présence de l'armée coloniale. Devant les corps diplomatiques, le président Modibo Keïta annonçait donc la création de l'armée malienne, dont l'acte de naissance avait été signé le 1er octobre 1960. C'est avec un effectif de 1300 soldats que notre armée a vu le jour, indiquent certaines sources. Cette armée républicaine et professionnelle menait sa mission régalienne de défense nationale à la satisfaction du peuple malien. Au plan international, elle a été sur tous les théâtres d'opération sous l'égide de la CEDEAO, de l'UIA et de l'ONU pour le maintien de la paix.
Aux premières années de l'indépendance, comme vous le savez, les pères fondateurs de cette armée sont venus pour constituer une armée sur la base de l'expérience qu'ils ont tirée de leur participation à l'armée coloniale. C'était de doter la nouvelle République du Mali d'une armée forte, une armée citoyenne, mais une armée au service surtout de la nation. La crise du Nord a mis en nu les insuffisances de l'armée malienne. Insuffisance de formation, insuffisance d'équipement. Conséquence, l'occupation des 2 tiers du pays par les groupes armés de tout acabit. Une date dont les Maliens se souviendront toujours. Le 11 janvier 2013, des centaines de pick-up remplis de djihadistes s'emparent de la ville de Kona. Après des combats rudes, l'armée malienne se replie à Sévaré. Les terroristes qui envisageaient de poursuivre leur offensive seront nettement stoppés par les forces françaises à travers l'opération Serval. Pour redorer l'image de l'armée malienne, les nouvelles autorités du pays ont engagé depuis 1 an d'importantes réformes. Réformes nécessaires pour bâtir une armée professionnelle et républicaine. Ce qui est important dans le processus de réforme, c'est qu'il vise d'abord à rétablir le cadre des valeurs normatives qui fondent toute armée. Ces valeurs sont fondées sur non seulement la discipline, la cohésion, et les capacités opérationnelles de chacune des armées. Elle vise aussi à améliorer le cadre de vie et de travail des militaires. Le but et la finalité étant non seulement d'obtenir une armée professionnelle, donc de transformer l'existant que nous avons en faire une armée professionnelle au service donc du citoyen. Depuis 1 an, un programme de formation à outrance est mis en œuvre pour renforcer les capacités opérationnelles des forces armées et de sécurité. Cette formation qui concerne tous les segments de l'armée vient corriger des insuffisances de plusieurs années. Ce qui a changé fondamentalement, c'est d'abord l'état d'esprit. Cet état d'esprit naît du fait de la confiance retrouvée entre le politique et les forces armées et de sécurité. Parce qu'il y avait quand même, si vous voulez, un certain disconnect. On avait l'impression que les uns faisaient ce qu'ils voulaient, il n'y avait pas de connexion avec les autorités politiques, il n'y avait pas de direction clairement assumée. Aujourd'hui, les choses sont claires. Le deuxième élément part de la régularité de formation. Le ministre de la Défense, sur l'instruction du président de la République, a décidé d'organiser un certain nombre de séminaires de rattrapage de formation à tous les niveaux, de la base jusqu'au sommet, pour que les militaires qui sont recrutés, qui font leur formation commune de base, qui vont faire une formation de professionnalisation, qui vont faire une formation continue, puissent recevoir régulièrement cette formation. Dans ce processus de réforme de notre outil de défense, la mission de formation de l'Union européenne et UTM joue un rôle fondamental. La qualité des cours dispensés et la capacité d'assimilation des stagiaires font espérer une future armée malienne plus efficace. L'objectif majeur est bien de préparer l'avenir des forces armées maliennes avec des GTIA qui soient fiables, qui soient autonomes, dont la chaîne de commandement soit renforcée avec de très bonnes relations entre tous les éléments, tous les chaînons de la chaîne de commandement. Le premier mandat de l'UTM vient de s'achever, au cours duquel la mission européenne a formé 4 bataillons, soit plus de 3500 soldats maliens. Le deuxième mandat de la mission UTM permettra de former 4 GTIA. Le premier de ces 4 derniers GTIA a été le GTIA Debo, donc le 5e GTIA. Le mandat 2 de l'IUTM finira à la mi-mai 2016 et donc nous sommes bien conscients qu'il y a besoin de préparer cette phase de transition et les instructeurs maliens que nous aurons formés seront bien sûr aptes à pouvoir continuer de propager, de transmettre les savoir-faire de l'IUTM. Cela est une évidence. Sans une formation pointue,
point d'armée forte. À en croire les stagiaires et les autorités militaires maliennes, la formation de l'EUTM répond parfaitement aux besoins du Mali. Nous avons demandé une formation bien précise. Nous avons fixé les domaines dans lesquels nous voulons que nos instructeurs soient formés. Nous avons précisé nous-mêmes les domaines dans lesquels nous voulons que nos instructeurs progressent. Donc, ces objectifs répondent bien à ces demandes-là. Et nous sommes là avec eux, nous programmons les exercices avec eux, nous menons les exercices avec eux. Et tout se passe bien comme nous l'attendons. Cette formation d'une très grande importance dans la mesure où elle nous permettra d'être en mesure de remplacer l'EUTM dans le cadre de la formation de nos cadres et de nos unités élémentaires. Ça nous aide à approfondir nos niveaux d'instruction et à préparer les futurs élèves, les futurs militaires pour le combat. Une armée, c'est une mission et des moyens. Le programme d'équipement des forces armées et de sécurité se réalise à la satisfaction des autorités militaires, même si le processus est jugé timide. Il y a eu un effort non seulement des populations, mais aussi du gouvernement d'équiper à souhait les forces armées. Vous l'avez vu, les citoyens ont cotisé pour montrer l'exemple, qui supportent leur armée. Le gouvernement, de la même manière, un partenariat qui a été établi avec des formateurs de l'UTM, de l'Union européenne, a décidé de mettre en place un programme de formation de 8 groupements tactiques ou 8 bataillons. Et l'équipement est pris en charge totalement par le gouvernement de la République, sur budget propre. Et je pense que ces éléments cardinaux permettent d'indiquer la direction. Et ces changements ont montré qu'aujourd'hui, les uns et les autres sont confortés. Vous l'avez vu, non seulement dans le port et dans l'uniformisation des tenues, mais aussi dans les capacités et le fait que les soldats vont quand même sur le terrain avec une certaine confiance, équipés. Des militaires bien formés, bien équipés avec l'amélioration aussi de leurs conditions de vie. Un premier programme de 850 logements sociaux en faveur des hommes en uniforme a été lancé le 20 janvier 2014 par le chef suprême des armées. Une bonne initiative parmi tant d'autres. Nous allons mettre en place une pyramide correcte des postes, des fonctions, et ensuite nous allons essayer de mettre en place une adéquation des promotions aux fonctions. Chaque fois qu'une personne va avoir une promotion, c'est pour occuper un poste, pour exercer une fonction en fonction de compétences spécifiques. Pour construire l'armée de nos besoins, la hiérarchie militaire opte pour un durcissement des conditions de recrutement des futurs soldats. Désormais, n'est pas militaire qui le veut. Nous allons mettre en place des systèmes de tests d'aptitude physique et psychotechnique qui font que nous allons nous assurer que les militaires qui vont être recrutés et qui vont servir cette nation sont des militaires qui sont dignes de conscience, qui ont les compétences nécessaires pour mener à bien cette réforme. Ce n'est une obligation pour personne de rester dans les armées. Si vous estimez que l'armée n'est pas ce que vous voulez et que vous n'êtes pas prêt à mourir pour cette nation, je pense qu'on doit trouver un autre endroit pour vous dans la société. La réforme ainsi envisagée doit aboutir à l'élaboration et à l'adoption d'une nouvelle loi de programmation militaire. La finalité du processus est de permettre au Mali de disposer d'une nouvelle carte militaire. Et pour Brahma Traoré, demain notre dossier sur le premier anniversaire de la session d'Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir. Il s'est là consacré à la diplomatie au retour du pays sur la scène internationale. Ouverture ce matin au CICB d'un atelier pour l'intégration des écoles coraniques dans le système économique. L'atelier permettra aux participants de discuter d'un rapport élaboré par une commission de travail érigée pour la circonstance. Il permettra aussi de revaloriser les écoles coraniques afin de les intégrer au sein du système éducatif. Les explications, c'est avec Mahamadou Doumbia. Intégrer les écoles coraniques dans le système éducatif, c'est à cela que s'attelera cet atelier de 3 jours qui regroupe environ 200 érudits spécialisés dans le système des écoles coraniques. Comme outil de travail, il y a le rapport élaboré par une commission de réflexion mise en place depuis 2010. D'une façon générale, il s'est agi pour la commission d'examiner la question des écoles coraniques sur tous ses aspects et de proposer des orientations pertinentes pour leur mise en cohérence avec le système éducatif, sinon pour l'intégration dans le système éducatif malien. Le présent atelier national vise à soumettre à votre approbation les propositions faites par la commission de réflexion
pour l'intégration des écoles coraniques dans le système éducatif formel. Afin de bénéficier de vos observations, apports et contributions et de procéder à leur validation technique. Le président du Haut Conseil islamique, Mahmoud Diko, a dans son discours et sans ambiguïté parlé de la situation des écoles coraniques, une situation pas enviable dès l'instant où certains petits écoliers coraniques sont réduits ou forcés à la mendicité. Je fonde beaucoup d'espoir que cet atelier puisse vraiment nous faire des recommandations, des résolutions qui permettront, Inch'Allah, de sauver ce système. Cet atelier est donc une occasion rêvée pour crédibiliser, améliorer et donc intégrer les écoles coraniques dans un système éducatif plus fiable, plus respectable, plus performant. L'État malien a besoin d'un certain regard et d'un certain égard. Et regard pour ne pas laisser le champ religieux vide, qui prête à tout emballement de mauvaises visions du maître coranique qui ne fait que renforcer les prismes de ceux qui veulent voir ce secteur ainsi aller à volo, et d'un certain égard parce que c'est l'école qui forme à la fois la parole de Dieu. Voilà, l'atelier sur l'intégration des écoles coraniques dans le système éducatif dure 3 jours. Le 28 août dernier, notre pays a participé à la réunion extraordinaire des ministres de la Santé de l'espace CEDEAO. Lors de cette assemblée extraordinaire, il a été question de secourir les pays confrontés à l'épidémie d'Ebola et de renforcer le dispositif sanitaire. Fatoumata Kone, reportage. La réunion extraordinaire de l'Assemblée des ministres de la Santé de l'espace CEDEAO était l'occasion pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de mettre des vœux. Il s'agit notamment d'aider les pays de l'Afrique de l'Ouest à trouver un vaccin contre la fièvre hémorragique Ebola. Un vœu traduit ici en action concrète par la communauté internationale, cela à travers la visite d'un chercheur américain du Centre de développement de l'Université de Maryland. C'est une demande de participation à l'essai vaccinal. Nous avons écouté la proposition de l'OMS. Une telle démarche nécessite beaucoup de précautions. La première précaution d'abord, c'est que l'OMS puisse évaluer la proposition et scientifiquement considérer comme sans risque pour le pays qui va héberger ce test. Ensuite, nous avons notre propre comité d'éthique qui vont apprécier la démarche et garantir qu'il n'y a pas de risque pour nous. Pour prévenir la fièvre hémorragique Ebola, le gouvernement a mis sur place un dispositif sanitaire. Hier, nous sommes allés à la frontière avec la Guinée pour voir la situation, pour voir le type de contrôle, etc. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un très très bon contrôle de la situation à la frontière où il y a la douane, etc. Mais ce qu'on fait à la frontière, ce que j'ai vu, c'était très très bien contrôlé. Jusque-là, notre pays, le Mali, n'a pas enregistré de cas de fièvre hémorragique Ebola. Toujours en parlant de la fièvre hémorragique à virus Ebola, le comité régional intersectoriel de gestion des épidémies de cas est réuni pour contrer cette maladie. La rencontre a décidé de renforcer la surveillance au niveau des frontières avec le Sénégal et la Guinée-Conakry. Mahamadou Alioubari, les détails. La région des Cailles fait désormais frontière avec 2 pays touchés par la fièvre Ebola, la Guinée-Conakry et le Sénégal. Le Sénégal où un nouveau cas a été découvert il y a quelques jours. Certes, aucun cas n'a été enregistré dans la région, mais le comité régional intersectoriel de gestion des épidémies a décidé de prendre les devants. Toute chose qui passe par le renforcement de la surveillance au niveau des frontières. Nous avons déjà des dispositifs tout au long de la frontière, mais nous avons jugé nécessaire de provoquer cette réunion-là, de revoir le plan que nous avions élaboré il y a quelques mois pour l'adapter. Et donc nous allons faire plus de sensibilisation, plus d'actions sur le terrain. 10 sites d'isolement ont déjà été installés dans les cercles frontaliers avec la Guinée depuis le mois de mars, soit 6 à Kita et 4 à Kenyeba. Les 16 comptes frontaliers ont été dotés en produits de désinfection et moyens de protection individuelle. Ajouté à cela, la formation des agents. Il y a un corridor à Kenyeba, Marinamen, où le transport est organisé.
où il y a une très grande affluence, inéquipée. Mais en dehors de Marina Mine, il y a 10 autres sites d'isolement qui ont été construits le long de la frontière, au niveau des autres CESCOM. En plus de Kita, on a un site, et à Kenyaba même, on a un site. Un cas ayant été détecté au Sénégal, la Direction nationale de la santé a dépêché une mission à Diboli, ville frontalière avec ces pays, pour mettre en place un dispositif de prévention. Ce dispositif, à mon avis, s'il est correctement mis en œuvre, peut quand même ralentir la progression de la maladie vers le Mali. La rencontre a recommandé, entre autres, la sensibilisation et l'information de la population sur les symptômes, les modes de prévention et de transmission de la maladie. Bientôt, la haute autorité de la communication sera créée au Mali. Le projet portant création de cet organe sera soumis par le gouvernement à l'Assemblée nationale pour adoption, pour préparer les hommes de médias à mieux appréhender les enjeux de la réforme du cadre légal de la régulation des médias. L'Association des éditeurs de la presse privée, ACEP, a organisé ce matin à son siège une journée d'échange avec les journalistes. Reportage d'Aouda Sidiki Diarra. Désormais, la presse malienne sera régie par une nouvelle instance de régulation. Il s'agit de la haute autorité de communication. Compte tenu de l'importance que représentera cet organe pour l'exercice de la profession des journalistes dans un futur immédiat, l'Association des éditeurs de la presse privée a organisé une journée d'échange à l'intention des professionnels des médias sur le sujet. Cet exercice s'avère d'autant plus nécessaire que le projet d'ordonnance confère à la nouvelle instance de régulation des attributions étendues. Le projet apporte des innovations importantes en mettant en place une instance de régulation commune à tous les médias, audiovisuels comme écrits, et qui a pour mission d'encadrer l'exercice de la liberté de la presse. La haute autorité de la communication aura pour mission la régulation du secteur dans les domaines de la communication audiovisuelle, de la presse écrite, de la publicité et de la presse orale. La régulation des médias, parce que nous sommes dans un système libéral. Quand on libéralise un domaine, il y a nécessité de mettre les acteurs au même niveau, étant donné qu'il y a les privés, mais aussi il y a le public. Donc il faut un organe qui est à équidistance, qui régule, en un mot, qui réglemente le secteur en termes de surveillance, en termes de contrôle et de sanctions à tous les niveaux. L'État doit déléguer cette fonction à un organe indépendant. La structure aura pour attribution l'autorisation de création des services de radiodiffusion et de télévision, ainsi que l'installation et l'exploitation des services privés de communication audiovisuelle. Et ce n'est pas tout. La HAC vient en lieu et place du Conseil supérieur de la communication. Il n'y aura aucune confusion par rapport au rôle du Comité national de légal accès aux médias d'État, qui est un organe constitutionnel qui va demeurer tant que la Constitution ne changera pas. Mais la HAC va faire autre chose, c'est des attributions de veille, de contrôle et de sanctions dans le domaine à la fois de l'audiovisuel, de la presse écrite, de la publicité et même les contenus Internet. La nouvelle instance de régulation sera composée de 9 membres. Et cette nouvelle, RFI lance la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlan en hommage à ces deux reporters sauvagement assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal. Cette bourse récompensera chaque année dans un pays d'Afrique un jeune journaliste à radio et un jeune technicien de moins de 30 ans qui bénéficieront d'une formation à Paris. La première bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlan va se dérouler au Mali, où le jury désignera les lauréats à Bamako le 2 novembre 2014. Cette bourse est organisée en partenariat avec l'ORTM, l'Office de radio-télévision malienne, qui accompagne cette première édition, et avec l'école de journalisme de Sciences Po et l'INA, qui accueilleront respectivement les lauréats journalistes et techniciens en formation à Paris. Nous allons terminer ce journal par une histoire d'amour, celle d'un jeune homme pour sa dulcinée. Pour connaître le reste de l'histoire, il faut suivre le film intitulé La Lettre. Le premier coup de clap vient d'être donné par le cinéaste Cheikh Oumar Sissoko et c'était en présence de Moussa Tidjani Kanté. Clap, c'est parti pour le tournage d'une série télévisée qui va s'appeler La Lettre. La lettre symbolise l'amour de toute une vie, mais aussi la patience et le courage du jeune Lakai, passionnément amoureuse de la jeune fille Kadja.
Depuis plusieurs années, Lacaille est amoureux de Kadia, mais n'arrive pas à aborder sa bien-aimée. Finalement, il décide de lui envoyer ses sentiments. Il trouve une manière très originale de déclarer sa flamme, une lettre. La réponse revient sous la même forme et le contenu de cette lettre est, comme on pourrait le dire, troublant. Dans la lettre, j'interprète le rôle de Lacaille, un jeune homme qui est amoureux d'une jeune fille. Mais avec tout ça, je vais juger nécessaire de lui envoyer une lettre. Malgré les évolutions technologiques, je lui enverrai une lettre pour lui faire part de mes sentiments. Je serai amené à répondre à la lettre d'un jeune homme qui est follement amoureux de moi. S'il veut connaître la suite, je les invite à suivre la série. Un film d'amour qui nous fait voyager entre désespoir, passion et suspense. L'équipe de tournage nous rassure d'aller jusqu'au bout. On a constaté que les jeunes s'impliquent beaucoup moins dans le cinéma de plus en plus à cause des manques de fonds, de manque de moyens, de matériel et tout. Mon technique et moi, nous avons fait ce film pour inciter la jeunesse africaine à beaucoup plus s'impliquer dans le cinéma. Beaucoup plus aussi la jeunesse malienne. Si vous remarquez bien, notre staff, il est essentiellement jeune. Même si nous sommes guidés par les vieux, nous voulons lancer le message aux jeunes vraiment de beaucoup s'impliquer dans le cinéma. Cheikh Oumar Sissoko, ancien ministre de la Culture, cinéaste, a donné le premier coup de clap. Voilà, ce sont les histoires d'amour qui font de la vie un havre de paix. Merci de votre aimable attention. Demain, 10h, 13h, Kadjiatou Kone. Grand merci à nos téléspectateurs de Riyad, c'est à Abu Dhabi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. À demain.